bon, il y a une partie d'entre vous étaient là pendant les 2 heures qui viennent de s'écouler. Et oui, ça ressemble un peu à un marathon, d'autant plus que je travaille sans notes, en ayant plutôt moins que plus préparé ce que je vais vous raconter pour que ce soit plus rigolo. Donc, les années passant, je me suis toujours amusé, entre guillemets, à faire un exposé de séminaire plus ponctuel à la suite du cours. Et étant entendu, pour voir que le moment où j'arrive plus à le faire physiquement, il est temps de prendre sa retraite. Ça, c'est un premier critère, c'est un bon critère. Si je survis. Alors, j'observe quand même que le temps de récupération augmente d'année en année. C'est-à-dire, avant, au bout d'1 heure, j'étais récupéré, je récupérais. Là, c'est plutôt 5-6 heures qu'il me faut pour être à peu près en état. Donc, heureusement qu'on approche de la date limite de péremption, puisque de toute façon, j'ai la possibilité au Collège de France d'aller jusqu'à 73 ans, et ça, je ne le veux pas, parce que je trouve que c'est complètement déraisonnable de la part du Collège de France de s'être rallongé 3 ans, et donc à 70 ans, je partirai. Et ce qui a toujours été la règle, c'est déjà beaucoup. Mais enfin, ça veut dire qu'il me reste essentiellement 2 années de cours. Bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'équations de transport. Enfin, je vais essayer, pas d'équations, de problèmes de transport. Je vais plutôt essayer parce que je commence à devenir confus et fatigué. Le problème de transport optimal, donc au sens de Monge. Les déblais et remblais, au sens de Monge-Kantorowicz, pour la contribution mathématique de Kantorowicz, et évidemment au sens, et c'est d'ailleurs le point de vue qui m'intéressera le plus, au sens des probabilistes, qui ont fait énormément de choses sur le problème de transport optimal, avant que les analystes ne s'engouffrent sur la brèche, et ne pondent des milliers d'articles dont certains sont extrêmement importants. Alors, certains. Donc, je vais faire une intro et puis un retour sur des choses bien connues. Deuxièmement, je vous parlerai d'une condition nécessaire et suffisante dont le seul intérêt réside dans la généralité. Il n'y a aucune hypothèse sur les lois, il n'y a aucune hypothèse, et néanmoins, il y a une condition nécessaire et suffisante simple. Il y en a peut-être dans la littérature, mais je ne suis jamais arrivé à comprendre réellement la formulation. Et tout simplement parce que je parlerai en termes de variables aléatoires et je ne parlerai pas en termes de mesures, de proba. Et puis, le troisième point, c'est comment régulariser la distance de Wasserstein et la distance 2. Parce que ce que l'on voit très facilement, j'anticipe un peu, c'est que c'est semi-concave. Mais ce dont on a besoin souvent pour manipuler, c'est d'avoir C1 ou d'avoir C1. Hein. Et est-ce qu'on peut le faire? Et en fait, on peut très bien le faire, en gardant essentiellement presque la mesure de Wasserstein. Ça colle, vous allez là. Donc, voilà. Alors, ça c'est des observations dont le statut dépendra du verdict que les experts feront à la fin de l'exposé, puisque peut-être c'est déjà totalement connu. C'est vrai que ça ressemble à des tas de choses que l'on sait bien sur le transport optimal. Mais si on le regarde en détail, je n'ai pas trouvé ça. Bon, de par la généralité. Et ça, c'est totalement nouveau. L'article est écrit avec tout ça, c'est avec Charles Bertucci. Bien. Alors, l'introduction. De quoi s'agit-il? Alors, donc, je vais beaucoup travailler avec la distance dite de Wasserstein W2 et je vais commencer avec le point de vue de l'analyse avant de rapidement basculer sur le point de vue probabiliste, qui sont facilement transposables. Donc, traditionnellement,
cette distance. Je ne parlerai pas aussi des caractérisations ou des approches style contrôle optimal, comme Yann les a développées, des liens avec les MFG, je n'en parlerai pas du tout, ça je le mettrai de côté. Donc je vais regarder vraiment un point de vue que je peux qualifier de statique et de traditionnel. Alors, vous connaissez bien la définition de la distance de Wasserstein, dpi de xy. L'intégrale de pi dy est égale à m, l'intégrale de pi dx est égale à m'. Bien. OK. Donc, c'est, étant donné les marginales, trouver la loi jointe qui minimise cette expression et x moins y au carré. Bon, la formulation hilbertienne de ceci, mais disons simplement la traduction aléatoire, c'est de minimiser la... Bon, c'est même un min, hein, c'est pas juste un infimum. C'est de minimiser l'espérance de x moins y au carré, sachant que la loi de x est égale à m et la loi de y est égale à m'. Donc là, je prends des variables aléatoires qui sont définies. Bon, à cause des carrés, elles sont de carré intégrable. Enfin, elles sont de carré intégrable. Là, les mesures sont naturellement dans P2, c'est-à-dire les mesures qui sont des mesures de probabilité dont le deuxième moment est fini. Alors, typiquement, l'espace de probabilité, je m'en débarrasse, mais ça sous le tapis. Je veux néanmoins qu'il soit sans atomes. Il faut qu'il soit bon. Il faut qu'on puisse générer toutes les lois. Pour que tout ceci ait vraiment un sens et que ces deux objets coïncident. Donc, quelle que soit la loi, il faut pouvoir trouver une variable aléatoire dont la loi est m. Ça, c'est des constructions un peu abstraites, ensemblistes qui n'ont aucun intérêt. Bien. Alors, ce point de vue-là, ça, c'est relativement clair. Même si je serai amené à le changer un peu. Observez que c'est encore plus pertinent du point de vue des statistiques et des points de vue des probas lorsque vous observez que grâce au fait que ce soit un carré, l'intégrale x carré dpi, vous intégrez en y, ça vous fait m, ça fait l'intégrale de x carré dm, plus l'intégrale de y carré dm', qui sont connus puisqu'on connaît m et m'. Et donc ce qui vous reste, c'est moins l'intégrale de xy dpi. OK, donc c'est la même chose que de maximiser l'intégrale de xy dpi, étant donné les marginales, c'est-à-dire c'est la même chose que de prendre le maximum de x, sachant de x, l'espérance de xy, la corrélation linéaire, toujours avec les mêmes contraintes sur les lois. Et donc là, on voit tout de suite à quel point cet objet est extrêmement naturel. Vous voulez maximiser la corrélation. Alors, évidemment, c'est une distance, donc c'est symétrique entre m et m', mais vous pouvez aussi penser à la question qui est, et que je développerai par la suite, qui est je gèle x et je maximise et j'essaie de trouver le y qui maximise la corrélation. Alors ça, c'est cousin germain des problèmes d'optimisation à réarrangement fixé. Pensez que vous êtes en train de travailler dans L2 de R ou de 0,1 et que la loi, ça devient la distribution des valeurs d'une fonction. Eh bien ça, vous êtes en train de regarder des problèmes de réarrangement, des problèmes de maximisation à réarrangement fixé et un certain nombre de résultats. Donc il y a eu une grosse littérature au moment des réarrangements, je pense à O'Neill. On a un gros papier avec Alvino et Trombett. C'est intéressant de voir le parallèle avec la théorie du transport optimal, et le parallèle existe. Je veux dire, bon.
je ferme la parenthèse, ça n'a pas d'importance, c'est juste une question de connaissance. Bien. Alors, on est face à ce problème. Maximum de l'intégrale, autant le rendre le plus simple possible et dire que maximum de l'intégrale de xy dès pi, sachant que l'intégrale de pi dy c'est m, et l'intégrale de pi dx c'est m'. Alors, désolé, hein, tout ceci sont des choses bien connues. Bah, vous pouvez écrire les équations d'Euler-Lagrange. Bon, je vais le faire formellement. Des justifications sont possibles et c'est bien connu. Ben, les multiplicateurs de Lagrange, comme vous avez des contraintes fonctionnelles, c'est une fonction de x et une fonction de y. Ce que ceci vous dit, c'est que xy est supérieur à phi de x plus psi de y, quel que soit x et y, et que vous avez égalité sur le support de pi. Donc c'est formellement l'écriture des équations d'Euler-Lagrange pour un programme convexe. Mais quand vous lisez ceci, ça vous dit que phi et psi sont convexes et sont des fonctions convexes conjuguées. Parce que le sup de xy moins phi de x, bah bon, ok. Bien. Donc, si c'est des fonctions convexes, donc formellement, si tout se passe bien, c'est si elles sont définies sur l'espace tout entier, etc., ce qui n'est pas aussi simple que ça dans la dérivation des équations d'Euler-Lagrange, eh bien, vous vous rendez compte que pi de xy, j'aurais dû le dire auparavant, c'est le sup sur les xy moins psi de y, ou le sup sur les xy moins phi de x. Hein, il est atteint sur le support, et sur le support, ça vous donne y égale gradient phi de x. Donc ça veut dire que le passage de x à y, il se fait par le gradient de phi, de y à x par le gradient de psi. En d'autres termes, m' est la mesure image par gradient phi de m. Formellement, il n'y a rien à faire. Donc, mais si m' est la mesure image, de m par gradient phi, eh bien, ça veut dire que, en traduisant ce que vous dit la mesure image, c'est que vous attendez formellement, s'il n'y a pas de problème de régularité, à ce que le déterminant de d de phi, alors honnêtement, ça soit m' sur m gradient phi, je ne suis pas dans un état qui me permet de dire si c'est où il y a le gradient phi, le m en haut et le m' en bas. C'est inversé, non? Puisqu'on change psi phi en psi, c'est bon. D'accord, tu es encore pire que moi, hein, pour ne pas réfléchir. Hein. J'ai trouvé au moins aussi paresseux que moi. Bon, donc ça, c'est une équation de Monge-Ampère. Et là, il y a un petit retournement. C'est-à-dire, soit on part de l'équation de Monge-Ampère et on dit, bah oui, je sais construire une bonne solution et donc j'ai trouvé une solution de ceci. Parce que c'est un problème convexe, donc les conditions d'optimalité, c'est des conditions nécessaires et suffisantes. Entre guillemets. Et donc,
si le phi psi, dont je ne sais pas très bien comment ils existent, où est-ce qu'ils sont, etc., si je sais en trouver un bon grâce à l'équation de Monge-Ampère, ben j'ai tout résolu d'un coup. Bon, à part que l'équation de Monge-Ampère, elle est dans l'espace tout entier, et que ben, M, ça peut s'annuler à M ou M' peuvent s'annuler à certains endroits, donc qu'est-ce que ça veut dire le déterminant, etc., etc. Ce n'est pas une équation de Monge-Ampère standard. L'équation de Monge-Ampère, c'est déterminante des deux phi égale à quelque chose, une fonction de x. Donc, c'est pas que je sois attaché à ces aspects-là, mais je tiens quand même à rétablir un truc qui a été un peu oublié, c'est que autant l'équation de Monge-Ampère, il y a eu des approches géométriques par Alexandrov, Pogorelov, etc. Cheng et Yao ont fait une démonstration, on va dire, plus occidentale, plus précise de l'approche russe. Mais la première fois qu'on a mis une dépendance de gradient U, c'était dans un article que j'ai commis dans les années 70. Donc, et qui suffit en fait pour gérer le problème de transport optimal. Par la suite, il y a eu un maître qui est arrivé sur l'équation de Monge-Ampère, qui est Caffarelli, et qui a démontré des résultats de régularité éblouissants. Okay, bon, et puis après, on pourrait citer beaucoup d'autres personnes. Il n'en demeure pas moins que si on se sert des équations de Monge-Ampère, bah, il vaut mieux que M' soit strictement positif sur RD et que M' soit aussi strictement positif sur RD par symétrie. Hein. Bon. Ensuite, il faut un peu de régularité sur M et M' pour résoudre ceci. Alors, quelle régularité ? Les résultats peut-être les plus spectaculaires de Lewis sont pour dire si le second membre est dans l'infini, on a des estimations W2P. Alors, je ne veux pas aller dans les W2P. En plus, il y a des difficultés là-dedans qui sont liées au fait qu'il n'y a pas de résultat de régularité locale pour l'équation de Monge-Ampère. C'est faux. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir des segments dans le graphe qui vont jusqu'au bord. Donc, si on se sert mais il y a des résultats de régularité locaux pour les solutions de viscosité. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je trouve que ça, c'est un peu noyé dans la littérature. Parce que le contre-exemple d'Alexandrov sur une solution C1 alpha de déterminante des deux U égale à 1, avec des conditions limites de Dirac-Ley et une magnifique singularité qui montre qu'on n'a pas une solution régulière, celui-là, il s'effondre si on a le droit de comparer la solution à tous les paraboloïdes convexes. On s'aperçoit qu'une telle singularité est exclue par les notions de solution de viscosité. Bon, je n'ai pas envie de rétablir une... je ne sais pas qu'il y ait des choses fausses dans la littérature, hein, c'est pas, disons que c'est un peu léger. Quoi qu'il en soit, si vous rajoutez un peu de régularité, donc moi j'avais besoin de pas mal de régularité, hein, donc j'étais du style C1, sur les M et M' dans ces vieux travaux. C'était dans un ouvert borné, donc vous pourriez me dire, mais comment on applique, s'il n'y a pas de résultats locaux, comment on fait? Ben, on peut travailler sur des ensembles de niveaux. C'est-à-dire il faut auparavant dire que si M et M' sont strictement positives, vous avez une fonction convexe qui est coercive, donc il y a un petit truc à démontrer. Une fois qu'elle est coercive, vous travaillez avec un ensemble de niveaux, et donc vous avez une condition de Dirac-Ley sur phi, c'est un ensemble convexe. Vous n'avez pas forcément de la régularité sur cet ensemble convexe, enfin vous en avez quand même pour pas mal de verres. Et là, vous pouvez appliquer des résultats de régularité. Donc c'est un loc, ça vous donne des solutions qui sont C3,1, C2,1, pardon, non, C3,1 même. Alors par la suite, entre les travaux exceptionnels de Lewis, il y a eu d'autres travaux. Et il y a eu des travaux, d'abord de Krylov, et avec un tout petit temps d'avance sur Caffarelli, Cohen et Nirenberg,
qui ont démontré des résultats de régularité jusqu'au bord. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a passé la barrière C2, on peut démontrer la régularité C infini. Ça, c'est vrai pour les équations non linéaires et en général, une barrière à partir de laquelle, si on franchit cette barrière en régularité, on peut gagner toute la régularité. Bien. Et donc, Krylov, Safonov ont montré que si simplement sous C alpha, on avait une solution C2 alpha. Alors, Krylov a fait des choses absolument exceptionnelles sur l'équation de Monge-Ampère, mais l'URSS existait encore, on l'a un peu oublié, avec des techniques souvent inspirées pour la régularité du bord, souvent inspirées par les probas. Il y avait l'intuition probabiliste qui le guidait dans des techniques purement analytiques. Caffarelli, Kohn et Nirenberg, et en fait c'est très naturel. Une démonstration de la régularité au bord qui est... C'est du Caffarelli, on ne sait pas d'où ça vient, quoi, hein, donc tout à fait spectaculaire. Mais Krylov, c'est d'une certaine manière pour moi plus naturel, hein, je comprends mieux, et c'était un tout petit peu avant, mais enfin, on parle de quelques mois. Donc c'est vraiment indépendant. Donc, ben voilà, hein, vous avez de quoi utiliser la régularité. Et sous cette hypothèse essentielle, un petit chouïa de régularité, vous avez une fonction phi qui est convexe, qui est, disons, C2, et telle que ben, l'intégrale de psi de gradient phi de x m de x est égal à un trait égal de psi de y m' de y. Et le couplage optimal, c'est un delta de y moins gradient phi de x fois m de x. Évidemment, c'est aussi m' de y delta de x moins gradient phi étoile. Voilà. Donc, ce n'est pas le même psi, là. Hein. Je ne devrais pas... Je vais mettre un f ici. Simplement la mesure image. Donc, alors, la régularité, ok, bon, on peut pinailler, on peut faire un peu mieux, il y a d'autres cas, etc. On peut travailler un peu dans DLP ou dans L infini loc, etc., grâce à Caffarelli, mais l'hypothèse de stricte positivité, elle est importante. Hein. Il y a des très jolis contre-exemples lorsqu'on commence à faire des trous. Et ça se complique salement, si on veut généraliser. Donc, voilà ce que je voulais vous rappeler, que le problème définissant W2 est quand même très bien compris, qu'il y a un lien avec une équation non linéaire de type Monge-Ampère qui donne des résultats de régularité puissants, mais qu'on n'a pas toujours régularité. Accessoirement, je ne vais pas lister les contre-exemples, mais on n'a pas toujours unicité. Ce n'est pas un problème strictement convexe. Bon. Il y a des tas d'exemples. La littérature contient plein de contributions à ce sujet. Dans des contributions marquantes sur la régularité, l'approche analyse, je vous ai mentionné Louis, mais on pourrait parler d'Alessio, etc. Il y a la Bible sur le transport optimal qui est les énormes pavés de Cédric, qui contiennent énormément d'informations. Vous avez toutes sortes de bouquins, plus ou moins pédagogiques, plus ou moins avancés, avec des généralités métriques, dimensions infinies, enfin bon, c'est parti dans tous les sens. Yann a énormément contribué au sujet, et de manière décisive, notamment avec la formulation Benamou-Brenier du transport optimal, mais je n'en parlerai pas du tout aujourd'hui. Et une autre personne que je veux citer, parce que l'esprit avec lequel il a abordé les problèmes de transport me semble plus proche de moi ce qui m'intéresse que les autres auteurs, ou que même l'aspect purement analyse, c'est McCann, qui a beaucoup développé un point de vue purement, que je qualifierais de purement d'optimisation classique. Bon, c'était un bref survol à très haute altitude et très grande vitesse de
du sujet. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Cette condition nécessaire est suffisante, donc je rappelle, bon, moi, elle m'amuse. Après, je suis peut-être le seul à trouver ça amusant. Donc, la première chose que je vais faire, c'est basculer complètement du côté des variables aléatoires et dire que je vais regarder une variable aléatoire fixée de loi m, puisque derrière, il y a W2 carré de m et m', et je vais regarder le problème d'optimisation dans lequel x est fixé. Alors ça, toujours avec ces gros théorèmes de reconstruction de variables aléatoires ayant une loi donnée, où vous regardez, où vous dites que ces deux trucs-là sont continus pour la distance de Wasserstein et sur des bonnes variables, des bonnes lois sont trivialement égales, et donc par densité c'est vrai partout. En d'autres termes, vous pouvez fixer l'une des deux variables aléatoires. Bien. Donc maintenant, je vais oublier ceci, sachant que ça caractérise quand même la variable aléatoire, et c'est ce problème d'optimisation qui va m'intéresser. Pour les fidèles de mes cours, c'est la formulation hilbertienne que je vais développer. Bien. Donc M est dans P2 et M' sont dans P2, aucune hypothèse. Un théorème, et je le mets entre guillemets, enfin bon, pour dire, bon, c'est une variante de choses connues, mais je n'ai jamais vu un truc avec une aussi simple et aussi générale. Donc Y est optimal si et seulement si. Si et seulement si, il existe une fonction convexe propre. Donc ça, c'est une notion de fonction convexe à valeur dans R1 en plus infini. Qui soit propre, ça veut dire qu'elle n'est pas constamment égale à plus infini. C'est tout. Il existe une fonction convexe propre telle que phi de x soit d'espérance finie, soit dans L1, L1 de oméga, et y appartient au sous-différentiel de phi en x, presque sûrement. Et il existe de tel y. Donc c'est très très proche de ce dont je vous ai parlé, à savoir y, à savoir m' et la mesure image de m par des phi, parce que ça, en loi, ça se traduit par les mesures images, à part que ça, c'est une opération multivoque. Des phi, en général, et multivoque. D'ailleurs, on peut identifier complètement le sous-différentiel. Bon, ça, je n'en parlerai pas. Voilà, donc ça, c'est une remarque. Comme vous le voyez, c'est vraiment tout à fait dans l'esprit de ce qui est connu dans le transport optimal. La seule chose, c'est que là, il n'y a aucune hypothèse. Okay. La fonction convexe, son domaine, il est non vide, parce qu'elle est propre. Mais il peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être tout petit, ça peut être la fonction convexe dont le domaine est un point, hein, etc. Et ça, c'est un cas qui est assez naturel pour le transport optimal. Bon. Alors, si on veut faire une démonstration rigoureuse, il y a quelques problèmes, il y a quelques difficultés techniques à régler.
Mais formellement, la chose n'est pas si compliquée que ça, en se servant toutefois de la théorie classique que je viens de rappeler, dans le cas régulier. Bien. Alors, je vais prendre un Y0. Alors, il y a une partie réciproque qui consiste à dire, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que j'ai beaucoup de choses à faire, qui consiste à dire si j'ai un phi, un Y qui vérifie tout ça, alors c'est optimal. Bon. Alors, ça, c'est pas très compliqué. C'est en fait très semblable à des démonstrations à la McCann. Vous utilisez la fonction convexe conjuguée et vérifiez que tous les trucs donnent des variables aléatoires intégrables et vous montrez la comparaison. C'est grosso modo une inégalité de convexité sur la fonction convexe conjuguée, étant entendu que vous avez une relation entre x et y sur la fonction convexe conjuguée. Donc ça, c'est la partie standard. La partie un peu moins standard, c'est de sortir la fonction phi sans hypothèse. Donc je vais me concentrer là-dessus. Donc je prends un y0 optimal et je vais commencer par perturber le problème de contrôle optimal qui est ici avec ceci. Alors, quel est l'avantage? C'est que là, il n'y a plus qu'un seul minimum, c'est y0. Bravo. Il y a un deuxième avantage, c'est que c'est toujours un problème de transport optimal. C'est toujours un problème de transport optimal parce que qu'est-ce que vous êtes en train de maximiser? Vous êtes en train de maximiser le produit scalaire de xy plus delta y0. En d'autres termes, vous êtes en train de maximiser x plus delta y0, y. Bon. Ça, c'est fixé. Y est de loi M' quelconque. C'est le problème de transport optimal entre x plus delta y0 et y. Supposez que j'ai du bol, à savoir que je suis dans une situation où je sais, donc juste pour que l'on comprenne comment ça marche, où l'on sait que l'on a pour ce problème de transport optimal, une application optimale, le phi dont je parlais. Bon, on me dirait, ouais, mais si je sais que j'ai un phi, c'est que je sais pratiquement que j'ai un phi pour démarrer, donc c'est un peu triché ton truc. Bon, ok. D'accord. Je vais regarder ce problème de transport optimal, mais maintenant, je vais prendre sur la contrainte que la loi de Y, ce n'est pas M', mais c'est M' convolé avec une gaussienne, enfin la solution de l'équation de la chaleur, en temps epsilon. Alors là, c'est déjà un bon signe, parce que ça me crée un truc qui est strictement positif, qui est C infini. Donc là, c'est bien barré pour pouvoir appliquer des résultats. Ce n'est pas encore suffisant, parce que bon, même si j'oublie le delta, le x, c'est de loi m, il n'est pas nécessairement régulier. Alors, je rajoute encore une couche, et je vais regarder x plus epsilon, z, le même epsilon ou pas, ouais, je crois que c'est le même, on peut, de mémoire. Allez, je vais assurer le coup, je vais mettre un alpha. Donc alpha, epsilon, delta sont des petits paramètres, et puis j'ai y. Alors, avec un z qui est indépendant de x, de y0, je le choisis. Et qui est une gaussienne, hein, comme son nom l'indique. Donc le alpha, delta, epsilon sont des petits paramètres qui sont destinés à tendre vers 0. Là, j'ai maintenant un problème de transport optimal entre cette variable aléatoire et celle-ci. Et là, je sais qu'il existe une fonction convexe régulière
qui fait le transport optimal. En d'autres termes, je sais que le y bar, qui dépend de tous les paramètres, le bar, il dépend de epsilon, delta, alpha, tout ce que vous voulez. Donc, je l'oublie. Eh bien, c'est le gradient d'un phi bar, qui dépend à nouveau de tous les paramètres, de x plus delta y0 plus alpha z. Bon, je sais qu'il existe une telle fonction convexe. Qu'est-ce que je veux dire de plus là-dessus? Non. Fonction convexe qui dépend donc de tous ces petits paramètres. Bien. Quelques mots de plus. Donc ça, c'est un problème de maximisation qui dépend des paramètres epsilon, delta, alpha. Lorsque delta positif est fixé et que je fais tendre alpha et epsilon vers 0, l'optimal y bar, qui est le y bar optimal, ben, il n'a pas le choix. Delta est positif fixé, je vais vers un problème d'optimisation qui a un unique minimum. Donc on est obligé de converger dans L2 vers cet unique minimum. Donc vous voyez que là, ça commence à prendre tournure, parce qu'on a créé une fonction convexe après avoir un peu épaissi les choses. On a créé une fonction convexe pour une variable aléatoire, qui est telle que une variable aléatoire qui converge vers y0, ça donne à peu près ça donne exactement ce qu'on voulait. On me dirait, mais d'accord, il faut passer à la limite dans les fonctions convexes. Ouais, alors, ça, si le domaine varie, etc., bon, alors, le plus simple, c'est de passer aux résolvantes. Alors donc, on va réécrire la condition d'optimalité qui est là, mais avec des résolvantes. Donc vous voyez que ça se passe plutôt pas mal, parce que c'est la relation que je voulais, le y bar il tend vers y0, tout ça quand delta est alpha, quand alpha tend vers 0, puis delta tend vers 0, tout ça, ça tend vers x, et donc je ne suis pas loin de ce que je voulais faire. À part qu'il faut que je passe à la limite sur les phi, et que je ne les maîtrise pas. Donc le plus simple, c'est de dire, bon, qu'à ça ne tienne. Je vais écrire que y bar plus x plus delta y0 plus alpha z est égal à... Donc, pardonnez-moi, mais celui-là, je vais l'appeler x bar. J'en avais marre de répéter avec tous les petits paramètres et tout. Donc, c'est y plus x bar égale x bar plus gradient phi de x bar. Je fais les choses très lentement. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que x bar est une résolvante r bar de y bar plus x bar. Bon. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que dire que y, c'est l'image par le sous-différentiel de x, c'est la même chose que dire que x est la résolvante de défi de x plus y. C'est équivalent. Mais ça a un énorme avantage. Ça a un énorme avantage parce que vous êtes en train de manipuler des objets qui sont maintenant très réguliers. Les résolvantes sont des opérateurs qui sont définis sur l'espace tout entier et qui sont lipschitziens de constante de Lipschitz inférieure ou égale à 1. Donc si j'ai, peu importe tous les paramètres que j'ai, c'est compact. Alors, il faut arriver à le contrôler, il faut arriver à en contrôler en un point, mais on a des trucs qui sont dans L2, donc on arrive à avoir un contrôle local de R bar. C'est lipschitzien, il suffit de contrôler en un point. Bon, il y a bien un point où on connaît X. Et donc ça, c'est compact. Ces objets-là convergent, et ça, par théorème d'Ascoli-Arzela en dimension finie, je peux trouver une sous-suite qui converge. Je passe à la limite, c'est fini. Donc, c'est juste d'observer que si vous croyez le théorème, dans le cas où les mesures sont bonnes, le passage à la limite est trivial grâce aux résolvantes et à la compacité résolvante. Bon, il est trivial, il faut faire un tout petit peu, il y a un tout petit peu de travail. Voilà, donc c'est une remarque que je trouve... Alors, ce n'est pas la seule remarque avec les résolvantes. Par exemple, si vous voulez calculer le sous-différentiel de ceci,
ça fait une transition avec le sujet qui va venir. Ceci est une fonction qui est assez régulière de x. Je ne vais même pas parler de régularité sur M, parce que pour moi, le bon calcul différentiel sur l'espace M, c'est le calcul hérité des variables aléatoires. Et d'ailleurs, maintenant, je crois que tout le monde en est convaincu, et que le calcul, entre guillemets, géodésique n'est pas naturel, en tout cas pour les EDP, comme des équations de Hamilton-Jacobi qui sont derrière les distances de Wasserstein. Donc, quoi qu'il en soit, donc, je parlerai de régularité en x, mais vous voyez ici que vous avez un inf de fonction C11, fonction quadratique. Un inf de fonction C11, c'est automatiquement semi-concave. Totalement classique. Ouais, la dérivée seconde est majorée. Okay. Donc, si c'est semi-concave, en chaque point, il y a un surdifférentiel. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire de ce surdifférentiel? Alors, à l'aide d'arguments comme ceci, on peut complètement caractériser le surdifférentiel, qui est l'enveloppe convexe des optimaux. Hein. Et cette enveloppe convexe, ce que ça fait apparaître, c'est toujours une transformée par une fonction convexe. Et quelles sont la classe de variables aléatoires relaxées? Donc, je vous le dis comme ceci, une remarque sur le surdifférentiel de W2. Bien, ce qui est assez naturel, c'est de regarder l'optimum dans un problème relaxé sur lequel on peut encore obtenir des résultats comme ceci. Et le problème relaxé, c'est la relation de domination de Hardy-Littlewood. Hein, c'est Y et la loi de Y est majorée au sens de Hardy-Littlewood par M'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'espérance de phi de Y est inférieure à l'intégrale de phi M', quel que soit phi convexe. Okay. Donc ça, c'est une relation bien connue en analyse, hein, de domination des mesures, ou des fonctions. C'est la relation dite c'est la domination de Hardy-Littlewood. Et c'est la relaxation naturelle pour la convergence faible de l'ensemble des Y dont la loi de Y est égale à M'. Ça, c'est un ensemble fermé de L2. Son enveloppe convexe fermée, c'est l'ensemble des variables aléatoires dans L2 dont la loi de Y est dominée au sens de Hardy-Littlewood par M'. Oui, ça c'est le passage à la limite de Steele-Jensen pour la convergence faible, et c'est nécessaire et suffisant. Bon, il y a plein de petites remarques comme ceci, mais je n'en dis pas plus. Et je vous ai donné l'essentiel de la démonstration. Alors, le troisième point, c'est la régularisation de W2. On en a eu besoin pour étudier des équations de HJB, des équations aux dérivées partielles non linéaires sur P2, sur l'espace des mesures de proba. Et c'est un truc un peu amusant. Alors, enfin, à nouveau, c'est comme précédemment. Peut-être ça n'amuse que moi. Mais moi, ça m'amuse, donc vous l'écoutez. Vous n'avez pas le choix. Enfin, si. Vous avez pris la décision de venir et vous êtes poli. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé maintenant de l'entendre. Bien. Alors, donc, le troisième point. C'est cette régularisation. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais dire qu'il existe une fonction, quel que soit delta compris entre 0 et 1. On va exhiber une fonction W delta qui va être la régularisation de la distance W2 au carré. Hein, ça va être la régularisation de cet objet. Donc ça, j'ai oublié les deux. Il y en a un en bas, un en haut, et je les oublie tous, et c'est W de MM'. Donc W delta de MM', qui soit C11, on ne sait pas mieux que ça, et tel que W soit compris entre W delta et 1 sur 1 moins delta W delta W de MM'. Je ne vais pas
dire les choses très précisément, ben, pour dire que la dérivée en m de W delta en un sens converge vers le surdifférentiel de W. Donc ça approche et accroche tous les points du surdifférentiel. Et un autre point amusant, c'est que si on suppose que M et M' sont bien foutus, on va dire régulières, pas de trous, strictement positives, régulières, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe une application de transport optimal H, qui est un gradient phi, tel que la mesure image de M par H soit M', et que ce H-là soit Lipschitzian. C'est ça la régularité dont on a besoin. Donc, pour assurer cette régularité, c'est dire MM'. Alors, pour delta positif petit, qui dépend de M et de M', W delta est égal à 1 sur 1 moins delta W. C'est la distance de Wasserstein dès que les objets sont un peu réguliers. Donc vous voyez, après, à quel niveau vous avez la distance de Wasserstein, ça dépend du point. Donc vous avez la distance de Wasserstein. Entre les deux, vous êtes un peu au-dessus de la distance de Wasserstein, mais tout en y collant de plus en plus. Et c'est une sorte d'interpolation des points réguliers de la distance de Wasserstein pour obtenir un objet régulier. Et ça, ça remplace la distance de Wasserstein dans pratiquement toutes les opérations que vous voulez faire. Mais surtout, c'est 1, donc il n'y a plus de problème de justification lié à l'irrégularité de la distance de Wasserstein. Donc on s'en est servi pour résoudre des équations d'Hamilton-Jacobi, pour les définitions des solutions de viscosité, etc. Mais plutôt que ces longues paroles, je vais vous donner la formule. Bon, on a une formule pour W delta. Bien, c'est le sup de W2 de F et de M', moins 1 sur delta W2 de M et de F. Donc il n'y a que des distances de Wasserstein là-dedans. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est une subconvolution. OK? Cette subconvolution, donc vous changez ici, et ça marche peut-être pas très bien en F, mais vous regardez un peu autour en pénalisant la distance. Donc ça, quand delta tend vers 0, vous attendez formellement à ce que ça converge vers W2, c'est W. Donc ça, c'est la distance de Wasserstein au carré, ça, c'est la distance de Wasserstein au carré, et vous faites une subconvolution. Alors pourquoi SC1? Il n'y a rien à démontrer, parce que c'est un cas particulier d'une régularisation que je pense dans la salle, seul Yann connaît. Hein? Ouais, c'est pas un truc qui est vraiment très connu. Qu'on avait trouvé un peu par hasard avec Jean-Michel Lasserie, qui est une méthode de régularisation pour des fonctions posées dans les espaces de Hilbert. Et là, vous me direz, mais c'est des espaces de mesure, mais on s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est les variables aléatoires. Et donc ça, c'est... l'idée était de dire, pendant un temps, je prends une fonction, sur un petit temps, je régularise par une équation d'Hamilton-Jacobi, avec plus 1,5 de gradient carré, et après, ça me crée une fonction semi-concave, et cette fonction semi-concave, je la rends C1 en résolvant dans l'autre sens la même équation d'Hamilton-Jacobi, correctement, mais à un temps plus petit que le premier. Donc vous n'arrivez pas au point de départ, vous gardez un peu de semi-concavité, vous créez la semi-convexité, vous avez C1. Et là, en fait, vous n'avez même pas à faire la première étape, elle est déjà faite, puisque c'est déjà la distance au carré. Et c'est déjà semi-concave. Et l'autre partie, c'est là où vous le régularisez grâce... Vous voyez, le moins qui est là, c'est semi-concave. Donc le moins qui est ici, c'est semi-convexe. Un sub de semi-convexe, c'est semi-convexe. Bon, ça paraît magique, mais c'est très facile. Donc voilà, vous avez cette formule.
Il faut un peu travailler pour démontrer. Alors ça, c'est W delta inférieur à sur 1 moins delta. Là-dedans, vous avez un inf. Hein. Donc, échanger le sup et le inf, le sup inf est inférieur à l'inf sup, ça vous donne cette inégalité. Cette égalité, l'inégalité par-dessous, elle est triviale, il suffit de prendre f égale à m, ça vaut 0. Donc ça, c'est la convergence aussi. Bon, sur les dérivés, il faut un peu travailler et je ne suis plus en état de le faire. Et quant à la convergence, elle est immédiate quand delta tend vers 0. Et vous avez des fonctions semi-concaves, donc des régularisations semi-concaves. On sait automatiquement, il y a plein de choses qui sont automatiques de par les propriétés des fonctions concaves convexes. Voilà. Alors ça a été mis il y a 6 mois en ligne, donc vous avez en ligne tous les détails des démonstrations, ainsi que des applications à des équations de HJB sur l'espace des mesures de proba. Voilà, il est temps que je m'arrête, épuisé car épuisé je suis, et je vous remercie et je prends vos questions, s'il y en a, vos commentaires.